C'est l'agnac. Bienvenue sur l'agnac, le podcast qui vous donne envie de bouger. L'agnac, c'est quoi ? C'est une mère Et sa fille, Stéphanie et Charline, 2 générations. et un même objectif. Vous inspirer à passer à l'action grâce à des interviews de parcours inspirants, Le chemin sera long, mais avec de la motivation, de la persévérance du travail. et beaucoup de bonne volonté, et vous verrez que... Tout est possible. Alors écoutez, Réécoutez. infusez, Et surtout, rejoignez le mouvement. Allez maman, ça tourne en direct des Sables d'Olonne. Et oui, Charline, aujourd'hui on a un invité très spécial et je suis ravie de le recevoir. Pas toi, Charline ? Et carrément, recevoir un marin du Vendée Globe, c'est une course de dingue où ils partent seuls pendant des mois autour du monde. Franchement, on a beaucoup de chance. Alors on reçoit Sébastien Simon qui a terminé, si je ne me trompe pas, le 17 janvier à 1h25 précisément, son 2e Vendée Globe en finissant à la 3e place. Et il l'a fini en 67 jours seulement, 2 mois seulement pour faire le tour du monde. Alors à côté de ça, moi j'ai fait quoi en 2 mois ? Pas grand chose on dirait. Et ce qui rend son histoire encore plus belle, c'est que tout ce qu'il a dû surmonter avant même de prendre le départ, un grave accident 1 an avant la course, des obstacles techniques, un foil cassé en pleine mer, et pourtant il est allé au bout et a décroché cette 3e place. Et ça, l'agnac. Wow. Moi il m'arrive tout ça, déjà je t'appelle en pleurant et ensuite je sais pas si j'ai le courage de persévérer. Franchement je suis très admirative. Alors ça oui, on peut l'être. Et avant, pour que tu comprennes mieux, le Vendée Globe, c'est une course qu'on surnomme l'Everest des mers, un tour du monde en solitaire et sans escale. Et on dit que moins de 100 marins, on va demander à Sébastien, ont bouclé ce tour du monde en solitaire alors qu'on compte plus de 600 astronautes qui sont allés dans l'espace. Dingue, il fait partie de l'élite. Sébastien, bienvenue dans l'agnac. Merci, vous êtes génial, c'est incroyable. Alors avant d'embarquer dans votre aventure, une question incontournable qu'on pose à tous nos invités, c'est quoi pour vous avoir l'agnac ? C'est une bonne question, on ne me l'a jamais posée avant, mais en tout cas, c'est vouloir faire quelque chose, être motivé pour le faire, quel que soit le défi, quels que soient les obstacles. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on nous dit que c'est difficile, que c'est compliqué, qu'on ne peut pas réaliser ses rêves. Et en tout cas, c'est ce que j'ai fait pour ce Vendée Globe 2024. Et du coup, si on revient un peu sur votre parcours, ce qui se cache derrière le marin, vous avez toujours eu envie de faire le Vendée Globe et de la voile ou comment c'est arrivé dans votre vie ? C'est venu au fur et à mesure. Mon papa a un bateau dans le port des Sables d'Olonne. Depuis que je suis tout petit, on partait en croisière tous les deux. Des choses qu'on ne reverrait probablement pas aujourd'hui, parce que le principe de précaution est tellement énorme aujourd'hui. Voilà, je naviguais sans gilet de sauvetage. Mon père faisait la sieste, il me laissait à la barre. J'étais tout petit, je ne savais même pas comment utiliser un bateau. Mais bon, peut-être qu'il dormait que d'un œil, je l'espère. Connaissant mon père, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il m'a donné cette passion. Au début, j'étais plutôt curieux d'aller d'un port à un autre, rencontrer des gens, faire des manœuvres. C'était pas forcément passer du temps sur l'eau qui m'attirait beaucoup. C'était plutôt cet aspect d'aventure. Et puis ensuite, il se trouve qu'on a croisé une course d'optimistes. Mon papa a discuté avec des parents d'enfants qui faisaient la course. C'était au Sables d'Olonne, un national petit bateau, ça s'appelait. Donc il y avait 500 optimistes, des petits bateaux, des petites coques de noix de 2 mètres de long. Et puis j'ai dit, moi aussi je veux faire ça. Et en fait, à 12 ans, je me suis mis à la compétition. Et là, ça a occupé mon esprit tous les jours de la semaine. Même à l'école, je commençais à dessiner des bateaux sur mes carnets de correspondance et sur mon agenda. Et puis, après, j'ai fait une école d'ingénieur, parce que ma grand-mère voulait que je me mette à travailler, etc. Et il se trouve que j'ai toujours été passionné par la course au large. Et à un moment, une opportunité s'est présentée à moi. J'ai participé à une sélection pour des jeunes de moins de 25 ans, la même que Franck Camas, Armel Lecléache, François Gabard, que j'ai remporté. C'est comme ça que je suis devenu pro. Et puis, j'avais un objectif, c'était de remporter la Solitaire du Figaro, qui est un peu, en gros, le championnat du monde de karting avant la Formule 1, si on veut. Et le Vendée Globe serait la Formule 1, pour le coup. Et après avoir remporté la Solitaire du Figaro, l'objectif suivant était naturel. Étant des Sables d'Olonne, c'était de faire le Vendée Globe. Voilà, un sport prototype, beaucoup d'innovation, une course autour du monde. C'est un peu le Graal de la course au large en solitaire. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie de faire ça. Donc le déclic, ça a été vraiment quand vous avez commencé à prendre des cours d'optimiste, c'est ça Ça vient au fur et à mesure, chaque âge ses objectifs et j'étais déjà passionné par la voile et la compétition et cet esprit de compétition qui, je pense, est bien en moi, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le sport. J'ai l'impression que je prends en tout cas tout comme une compétition, sans forcément avoir envie d'écraser les autres, mais le but c'est d'essayer de me surpasser, essayer d'explorer mes limites en permanence. Que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la recherche de partenaires, dans mes relations, dans le sport. Et c'est venu petit à petit.
Et je vis ma passion pleinement. Et aujourd'hui, je le vois plus comme une passion que comme un métier. Et pourtant, c'est votre métier. D'accord, C'est ça vous pleinement prend- mon métier, c'est oui, pleinement votre effectivement. métier. C'est pleinement mon métier qui m'impose certaines obligations, évidemment. Mais en tout cas, je le fais avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'envie. Alors moi, ça m'amène à une question. Vous dites que c'est votre métier, mais comment on en vit de ce métier ? Vous faites quoi, par exemple, entre 2 courses, Alors ça m'occupe à temps plein et mon équipe aussi. C'est un sport mécanique déjà, la course au large. On en vit grâce à des partenaires privés. Donc aujourd'hui, c'est le groupe Dubreuil et la famille Dubreuil qui nous accompagnent. Donc qui est un des plus gros employeurs vendéens quand même, voilà, avec plus de quasiment 6000 collaborateurs, ce qui est énorme. Donc c'est grâce à eux qu'on a une équipe, qu'on vit de ce projet, que je vis de ma passion, que j'en fais mon métier. Voilà, après c'est un sport technologique, on a des objectifs chaque année avec différentes courses, ça peut être la Transat Jacques Vabre, ça peut être la Route du Rhum ou le Vendée Globe. En général, nos projets sont quand même tournés autour du Vendée Globe et moi c'est mon objectif. Et entre-temps, voilà, vu que c'est un sport mécanique, il faut bricoler le bateau, il faut le préparer, il faut s'entraîner, il faut aussi faire naviguer les partenaires parce que c'est pas seulement un panneau d'affichage comme un arrêt de bus, quoi. C'est un peu plus que ça. Donc on essaie de faire partager un peu nos expériences, notre passion, nos sensations à bord du bateau. C'est des bateaux extraordinaires. Donc voilà comment on en vit. C'est grâce à des partenariats privés. Et aujourd'hui, pour nous, c'est grâce au groupe Dubreuil. Donc, on est avec vous sur le bateau. Alors moi, il y a vraiment une question qu'on vous a posée, à mon avis, déjà plein de fois. Comment on gère... Bon, le sommeil, c'est une chose, mais le bruit. Le bruit, en fait, oui, effectivement, j'ai mesuré très très régulièrement un peu plus de 90 décibels à bord du bateau. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai été obligé de porter des bouchons d'oreilles 24 heures sur 24, moulés à mes oreilles. Je dormais avec, je manœuvrais avec, parce que le bruit est vraiment assourdissant. Moi, c'est un bruit qui me donne mal à la tête. Je suis assez sensible aux maux de tête en mer, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de bruit, justement. Et puis même pour les yeux, c'est assez agressif. Les écrans qu'on a dans le cockpit, on est un peu comme des pilotes d'avion là-dedans. Et en plus de ça, le bateau est en carbone, un matériau très rigide. Ah oui. Où quand le bateau va taper dans l'eau, en fait, le son se retransmet à une vitesse, circule dans le bateau à une vitesse incroyable. Et ça fait un peu comme si on était à l'intérieur d'une guitare. Voilà, c'est un peu une caisse de résonance. Donc ça fait énormément de bruit. Et en plus de ça, c'est anxiogène, parce qu'on entend craquer, on entend siffler. Donc du coup, il y a quand même une nécessité de se protéger un peu les oreilles pour réussir à dormir et relâcher un peu son esprit, ses muscles, pour réussir à dormir et à naviguer sereinement, ce qui n'est pas facile. Et le stress, il est là tout le temps ou on arrive à s'habituer Il y a différentes phases, en fait, où il y a des moments où les conditions nous permettent de nous relaxer complètement et d'autres où on sait que mécaniquement, on force sur le bateau parce qu'il faut aller vite, parce que c'est une période transitoire pour le reste de la course. Et voilà, il y a des moments où on sait qu'on tire un peu on est proche de la ligne rouge et on essaie de ne pas la franchir, on ne sait pas exactement où elle est, même si on a beaucoup de capteurs. Enfin, ça reste un sport mécanique, hein, ça peut casser à tout moment. Donc ça nous arrive d'être par moments très très stressés pendant des longues périodes, ce qui rend le sommeil difficile, la nutrition difficile, la vie à bord difficile. Mais ça fait partie du jeu. Voilà. Vous êtes resté combien de temps sans dormir ? En moyenne, je pense que j'ai dormi 4 heures pendant 67 jours par 24 heures. Voilà, en moyenne, c'est ça. Donc, par petite sieste entre 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes, parfois 1 heure. Mais c'est quand même un sommeil très particulier parce que c'est un sommeil déjà compartimenté. C'est pas comme si on dormait 4 heures d'un coup. C'est moins réparateur de dormir par petite sieste que de dormir d'un coup. Parce que la nuit, c'est facile de rester éveillé le jour si on a passé une bonne nuit. 4 heures de sommeil, c'est pas suffisant. On sait que le corps humain a besoin en moyenne de 8 heures minimum, 7 heures pour certaines personnes, ça dépend un petit peu. Donc pendant 67 jours, en fait, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on vide les batteries et on arrive à fonctionner peut-être avec entre 40 et 60% de nos batteries. On est un peu moins lucide, on est un peu moins alerte, on est un peu moins fort physiquement, parce que ça prend de l'énergie aussi. Et c'est aussi ça qui est très long à récupérer après un Vendée Globe. Je ne sais même pas d'ailleurs si on peut récupérer une dette de sommeil pareille. Je sais que Charlie Dalin, qui a remporté le Vendée Globe, disait que son Vendée Globe précédent, il avait mis 8 mois à s'en remettre. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Alors tout à l'heure à bord, vous parliez de moments où vous vous relaxiez. C'est quoi ? Vous faites des loisirs à bord, enfin, quand la mer est assez calme et quand il n'y a pas grand-chose à faire. Je ne sais pas s'il y a toujours quelque chose à faire sur un bateau, mais vous faites quoi dans ces moments ? Il y a toujours quelque chose à faire et c'est assez incroyable. Il y a toujours un truc à bricoler, il se passe toujours quelque chose.
Il y a toujours des réglages à faire, mais en fait, après, chacun fonctionne différemment, mais moi j'ai besoin par moment, surtout quand c'est des conditions vraiment anxiogènes, où le bateau va vite, où ça tape, justement c'est dans les pires conditions que j'ai besoin de m'extraire un peu du bateau et du coup de faire autre chose, soit écouter un podcast, soit regarder un petit morceau de film. Je peux pas être concentré et regarder un film pendant 1 heure, mais je vais regarder un bout, je vais poser le téléphone ou la tablette dans la pochette, continuer de régler, etc., le reprendre, juste pour essayer de sortir mon esprit du bateau et essayer de moins stresser, relativiser un petit peu aussi. Et mentalement, ça fait beaucoup de bien, parce que ces bateaux, quand ils sont lancés aujourd'hui à pleine vitesse, c'est ce qui rend vraiment la vie difficile à bord. Vraiment, vivre 67 jours à un rythme aussi soutenu qu'on a pu le faire là, avec le podium, ça rend les choses très difficiles mentalement. C'était quoi le record? Parce que vous avez battu le record de vitesse. J'ai battu le record sur 24 heures. Ouais. J'ai le record absolu en solitaire, en monocoque, sur 24 heures, avec plus de 615 000, 1100 km, je crois. Plus de 25 nœuds 7 de moyenne. Alors ça fait combien pour qu'on se rende compte? En kilomètres heure, ouais. ça fait 47, 48 km/h sur l'eau. Plus de 1100 km en 24 1100 heures. km. Un peu plus, ouais. Et là, il y a quelle émotion qui vous traverse quand le bateau fuse comme ça? Vous vous en rendez compte que vous Ah oui, êtes je m'en rends bien compte, ouais, parce que ça va quand même très très vite. En fait, c'est drôle 2 heures, puis au bout de 2h01, on dit ça s'arrête quand? Parce que c'est trop dur. Mais il faut pas, c'est le premier qui lâche qui perd. Voilà, après, on change de système météo, on se fait rattraper par les dépressions, etc. Et puis là, on perd très gros par rapport à ceux qui ont réussi à tenir le rythme. Donc, l'aspect mental, il joue pour beaucoup. Mais oui, on se rend bien compte que ça va vite, parce qu'à bord, rien que se déplacer est une mission, quoi. Ah ouais. Et alors, c'est quoi le plus grand frisson que vous avez vécu en mer pendant ce Vendée Globe? Monter en haut du mât, c'était un frisson très négatif pour le coup. Je déteste ça, j'ai le vertige, j'aime pas ça. Je l'ai fait par nécessité pour aller au bout de mon Vendée Globe dans de bonnes conditions, être sûr de mettre toutes les chances de mon côté, mais je me suis fait violence pour ça. Monter à 27 mètres de haut avec un bateau qui bouge et qui continue d'avancer, c'est pas drôle. Voilà, donc ça c'est un peu le mauvais souvenir de ce Vendée Globe. Des bons frissons, repasser en tête, c'est incroyable. Enfin, ça donne un sentiment, c'est la course de tes rêves, tu as travaillé pour ça, et puis d'un coup, hop, tu passes en tête avec un plateau, on sait, quand même incroyable sur cette édition du Vendée Globe. Là, ça transcende un petit peu, et même du coup, on a même du mal à reprendre son rythme, à aller dormir, à reposer les choses, tout ça, parce qu'on est un peu euphorique. La casse du foil, un autre frisson, mais pas cool. On va en reparler. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà, après, il faut réussir à se remobiliser, à rester concentré, à continuer à trouver des ressources pour se battre jusqu'au bout et rien regretter. Voilà, des frissons, je sais pas, il y en a plein pendant ce Vendée Globe. Je pense qu'il y en a tous les jours. Et du coup, vous créez des routines quand même. On est 67 jours, ça ne dure pas une semaine. Donc, il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois, où vous créez des routines. J'essaie déjà de rester sur mon rythme biologique de terrien français, donc dans ce fuseau-là, c'est-à-dire petit déjeuner et dîner aux heures TU. À bord, on fonctionne qu'en heure UTC. Par chance, en fait, nous, les heures UTC sont très proches des heures françaises. On a beaucoup d'obligations auxquelles on doit répondre en termes de médias, partenaires, etc. quand on est en mer. Et donc, du coup, on fonctionne beaucoup en heure UTC. Donc j'essayais de respecter ce rythme un peu biologique pour pas tout casser et pour essayer de lisser un petit peu tout ça et pas perturber mon corps tout au long du Vendée Globe. Ça veut dire que vous vous retrouviez au petit déjeuner de temps en temps la nuit, quoi? Oui, c'est ce qui rendait les choses très difficiles et très perturbantes quand j'étais dans le Pacifique, parce que j'avais quasiment 12 heures de décalage et en plus on était très très sud à ce moment-là. Il y avait quasiment pas de nuit. Il y avait toujours une lueur du jour la nuit, ou alors les nuits étaient très très courtes dans le sud, à peine 4 heures. Ce qui rend les choses très particulières parce que du coup le rythme de sommeil, etc., même si on dort un peu toute la journée par petite sieste, on s'endort toujours mieux la nuit. Hein. Il y a un truc qui se passe avec le soleil, hein, c'est pas une légende. Et du coup, quand j'avais quasiment 12 heures de décalage, ça me perturbait énormément parce que je savais plus quand manger, parce qu'il y avait plus de nuit, plus de jour. Enfin, c'était quasiment jour tout le temps. Je savais plus quand manger, je savais plus quand me reposer. Puis, faut continuer de répondre aux sollicitations à des heures complètement décalées par rapport au rythme du soleil. Ça rendait vraiment la course particulière. Et c'est sûr que ces 2 semaines-là, en fait, elles sont assez difficiles. Les 2 semaines où on passe vraiment dans des fuseaux complètement décalés. Et puis même, en plus, pour avoir des nouvelles de sa famille, t'as envie de leur envoyer un message, tu te dis, ah bah non, c'est en pleine nuit, on va peut-être éviter, voilà.
Alors moi j'ai une question sur la nourriture. Avec des micro-siestes très souvent, avec le décalage du soleil, comment vous faisiez pour manger? Est-ce que c'était un plaisir de manger? Parce que Charline adore manger et se pose la question de savoir comment pendant 67 jours, ne pas prendre, on n'a pas de plaisir à manger ou... Très important. Bien sûr qu'il y a du plaisir à manger, enfin, c'est essentiel. Nous, je sais que moi c'est un de mes points faibles en course, j'ai tendance à perdre beaucoup de poids parce que je mange pas assez. Je mange très bien à terre avec tout le sport que je fais, mais en mer j'ai du mal à cause du stress, de cette appréhension, le rythme de la course, toujours être très concentré. Mais sauf que si tu manges pas assez, tu vas dormir beaucoup plus. Donc du coup j'ai vraiment essayé de me raisonner sur cette course-là. Et donc, avec l'équipe, on a travaillé pour embarquer 3000 calories par jour. Voilà, on sait qu'un homme normal a besoin entre 2000 et 2200 calories par jour. 3000 avec le manque de sommeil, on s'est dit que ça pouvait être un bon compromis en termes de poids et d'apport énergétique, sachant que probablement j'aurais eu besoin d'un peu plus, mais je me suis dit, si déjà j'arrive à assimiler ces 3000 calories, ce sera bien. Sauf que mon plan a été un peu mis à mal dans l'océan Indien, parce que j'ai un de mes réservoirs de gasoil qui s'est en partie vidé dans 4 de mes 6 sacs de nourriture, ce qui a pollué et contaminé une grande partie de ma nourriture. Donc du coup, j'ai perdu toute la nourriture plaisir un petit peu, c'est-à-dire les gâteaux, les sucreries, tout ça, ce qui fait du bien au mental. Et par chance, en fait, dans 4 de mes 6 sacs, il restait 2 sacs qui n'étaient pas contaminés et qui correspondaient au Pacifique. Donc le Pacifique, finalement, je l'ai bien vécu. J'ai réussi à manger normalement et les choses se sont recorsées dans l'Atlantique parce qu'en fait, toute la nourriture plaisir, les aliments, les emballages sont pas très solides et le gasoil a dissous la colle et est passé au travers des emballages. Donc tout ça, poubelle. Voilà. Et donc il me restait plus que la nourriture, disons, nécessaire, c'est-à-dire les lyophilisés, les plats sous vide, le salé, la viande, des trucs comme ça. Qui font moins envie quand on a un petit coup de mou. Mais bon, par chance, j'ai mis que 67 jours au lieu de 80. Donc, pour essayer d'avoir le bon apport calorique, je suis allé prendre à partir du jour 80 un plat de plus. Au lieu de manger juste petit déjeuner, dîner, je doublais un petit peu les rations à ces moments-là. Et ce qui m'a permis de perdre uniquement 3,5 kilos sur 67 jours, ce qui est correct. Et du coup, vous y preniez du plaisir à manger? On prend du plaisir à manger dans son bateau qui secoue? C'est difficile de prendre du plaisir. À Noël, il y avait, je me souviens, un plat sous vide qui était une cuisse de canard. C'était, je dis, super. Donc, c'était un parmentier de canard. C'est un peu... Ma grand-mère m'avait mis un pot de foie gras, heureusement 2 jours de suite. Parce que dès le 24, en fait, je l'ai mangé à la cuillère, le truc. Même pas avec du pain. Parce que j'avais plus de pain, d'ailleurs. Mais... Donc, c'est la première fois que je faisais ça. Et je me souviens avoir discuté avec Benjamin Dutreux, qui est un de mes meilleurs amis, qui faisait le Vendée Globe aussi. Il me dit, non, moi, j'essaie d'en garder pour plusieurs jours et tout. Moi, j'avais tout fini en une demi-journée. Et heureusement, il y en avait un autre le lendemain pour refaire la même chose. Donc ça m'a fait plaisir. Mais sinon, c'est pas le repas de Noël à la maison, clairement. Une journée à bord, il y a des moments de plaisir, il y a des moments... Parce qu'on a l'impression que vous êtes tout le temps concentré. Il me semble qu'on ne peut pas être tout le temps concentré, enfin ça fatigue. Est-ce qu'il y a des moments de relâchement vraiment, où c'est vraiment... Il y en a, mais ils sont rares et il faut les prendre. Après, c'est pas des moments de relâchement comme à la maison, on se met sur son canapé, on ouvre un bouquin et où on regarde la télé... Il y a toujours une oreille qui traîne quelque part ou un œil qui surveille autre chose, parce qu'il faut continuer de faire avancer le bateau, tout simplement. Donc on est toujours focus et concentré sur quelque chose. Et puis surtout, le rythme du début de la course, avant que je casse mon foil, a été si intense que là, j'arrêtais pas de dire à l'équipe, j'aimerais bien prendre du temps pour moi, mais j'en ai pas, il y a toujours un truc à faire. Je sais que j'ai pas dormi, j'ai pas réussi à faire une sieste de plus de 10 minutes du départ jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, tellement c'était rythmé. Je me suis dit, c'est pas possible, on va pas continuer comme ça éternellement. Et ça a continué comme ça jusqu'à ce que je casse mon foil. Et après, je me suis retrouvé un peu dans une phase de course entre les poursuivants et les leaders. Parce que vous cassez votre foil dans l'océan Indien? Oui, je casse mon foil dans l'océan Indien à mi-parcours quasiment. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? En plus, il y a 4 ans, j'ai abandonné le Vendée Globe le 4 décembre. Ça m'est arrivé le 8 décembre. Et c'est presque pour les mêmes raisons. Sauf que là, j'ai cassé le foil. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Pas encore, quoi. Mais bon, j'ai vu le bateau, quand j'ai redressé le bateau, j'ai fait une inspection très rapide et j'ai vu qu'il n'y avait pas de dommages collatéraux. Donc je me suis dit, je suis 2e, mais le Vendée Globe continue.
Mais par contre, en tant que compétiteur, j'étais en train de me dire, mais ça va être horrible, parce que je vais me faire doubler bateau par bateau et j'aurai pas les armes pour me battre finalement. Donc je m'attendais vraiment à ce que mentalement ce soit un exercice et une fin de Vendée Globe, une deuxième moitié très très difficile. Et pour pallier à ça, en fait, je suis tout simplement allé me coucher. J'ai envoyé un message à ma team manager qui a prévenu Paul-Henri Dubreuil, le dirigeant du groupe Dubreuil. Et en fait, je suis allé me coucher en me disant faut pas qu'il y ait d'émotion, faut pas qu'il y ait d'affect. Faut se mettre en mode robot. Et en fait, le fait d'aller dormir, des fois, avec un peu plus d'énergie, on relativise un peu plus, on reprend de l'énergie. Et en fait, il y a beaucoup moins d'émotion qui vient interférer dans notre façon de naviguer ou même de prendre une décision dans la vie de tous les jours. Donc quand il y a un souci, Quand il y a un souci, en on général, va dormir. J'essaie de ne pas faire intervenir les émotions, même si ce n'est pas facile, puisque c'est des projets qui nous affectent beaucoup, on y met beaucoup d'énergie. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là avec ma préparatrice mentale depuis 2016. Alors, des petits trucs et astuces, parce que ça, c'est hyper important. Ce que vous dites, c'est tellement important dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai pas de leçon à donner, mais Non, un conseil. Mais non, même pas de conseil, mais voilà. Votre méthode. Ma méthode, oui, c'est juste que quand une info arrive, qu'elle soit décevante ou pas, on la note et on essaie de pas réagir à chaud, même si parfois on n'a pas le choix. Et laisser juste le temps, des fois, pour dire les choses. Mais en général, pour pas que les émotions rentrent en ligne de compte, en fait, il faut que soi-même on soit capable de gérer. Il faut être capable de gérer ses propres émotions. Donc, dans ce cas-là, en mer, en fait, juste aller dormir et reprendre un peu d'énergie, c'est un bon remède, je dois dire. Et je pense que quand une info me vient aussi à terre, en général, j'ai tendance à prendre le truc et puis je vais faire autre chose. Et puis je reviens dessus après, quoi. Et quand vous dites aller dormir, parce que tout à l'heure, vous nous disiez que vous faisiez des petites siestes de 10 minutes, c'est dormir 15 minutes. Je suis allé dormir 30 minutes ou 40 minutes. Ok, et puis, voilà, c'est juste pour clarifier. Voilà. Non, mais ça fonctionne très bien. En vrai, c'est parce que l'aspect mental, en fait, dans un projet qui nous prend beaucoup d'énergie, ou même dans le domaine du sport, c'est un des paramètres les plus importants dans sa capacité à prendre une décision, dans la lucidité avec laquelle on va faire les choses. Et c'est vraiment un paramètre essentiel. Donc, il faut être capable de gérer ses émotions pour prendre des bonnes décisions au bon moment. Et votre équipe, parce que je sais que dans un projet, vous apprenez à gérer vos émotions, et du coup, votre équipe en face savait comment vous prendre à ce moment-là, ou vous étiez, j'allais dire, aussi entraîné à réagir Non. Ah. Alors ça dépend qui, parce qu'on a tous notre parcours, on a tous nos expériences. Marion Cardon, qui est ma team manager, je sais elle peut être émotive, mais je sais qu'en tout cas elle me les transmettra pas, ces émotions. Donc elle le garde pour elle. Et voilà, après on connaît les capacités des uns et des autres. Il y a des choses qui sont aussi plus ou moins naturelles. Moi, j'ai une équipe qui a été très jeune pour ce Vendée Globe, et c'est aussi pour ça l'exploit qu'ils ont pu réaliser et qui nous permet aujourd'hui tous ensemble d'arriver à une 3e marche du Vendée Globe. Je trouve qu'il est là parce qu'avec une équipe avec peu d'expérience, jeune, qui des fois peut être très émotive, hein, eh bien, effectivement, je pense qu'on a quand même réalisé de belles choses. On peut en être très fiers. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça pour acquis non plus. Hein, parce que jeune, parce qu'on comprenne aussi, hein, vous avez monté votre équipe assez rapidement. 18 mois avant le départ du Vendée Globe, contrairement à tous les autres projets, et pas avec les mêmes budgets, pas avec... Voilà, on a vraiment voulu, c'était le cahier des charges du projet avec le groupe Dubreuil, c'était d'avoir un projet raisonné. Donc ça voulait aussi dire faire appel à une équipe avec moins d'expérience, plus jeune, plus petite, donc très humaine, et donc forcément des fois dans les coups de bourre et c'est vous qui les avez motivés, donc c'était vous le leader. Je sais pas si c'est moi, en tout cas moi je sais où je vais. Moi c'est mon rêve, c'est mon objectif. Maintenant moi je peux pas on peut pas forcer une personne à s'impliquer dans un projet. Elle doit s'impliquer elle-même, finalement. Que ce soit en mer ou dans une entreprise, on est d'accord. Exactement. C'est exactement la même chose, parce que nous, on est une équipe, en fait, qui nous permet de préparer un bateau pour que moi, je puisse partir ensuite dans les meilleures conditions. Et comme j'ai dit à l'arrivée, en fait, c'est à l'équipe de marquer l'essai. Après, c'est à moi de le transformer, et je l'ai fait comme Ramos, je pense... Voilà, à l'échelle, si on compare au rugby, c'est un peu ça.
Mais sans cette équipe qui y met de l'énergie et qui s'implique dans un projet, je pense que sans implication, de toute façon, quel que soit le projet, d'entreprise ou sportif, on n'y met pas la même énergie. Et sauf que c'est pas à moi de dire à une personne de l'équipe de s'impliquer ou pas. C'est essayer de la motiver, essayer de lui permettre d'avoir les conditions dans lesquelles elle va se sentir bien, essayer d'être à son écoute, essayer de les challenger. Et ensuite, c'est à eux de s'impliquer eux-mêmes. Alors certains le font plus ou moins bien, d'autres ont besoin d'avoir un leader devant eux, d'autres derrière eux, voilà, ce qui fait aussi une grosse différence. Et puis c'est aussi, en fonction de l'équipe qu'on a, essayer de les guider d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et si on revient sur votre accident, donc 1 an avant, c'est ça 1 an avant pile, oui. 1 an avant pile, où j'explique à Charline ce qui vous était arrivé, les agrafes que vous remettiez seul, etc. Comment vous faites ? Enfin, vous avez frôlé la mort, et même si c'est votre rêve, vous avez quand même frôlé la mort et vous vous êtes quand même dit je vais quand même repartir parce que je me suis préparée pour. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là, quoi ? Ouais, pour resituer un petit peu les choses, c'était 1 an avant le Vendée Globe, on avait une course de qualification, on venait de récupérer le bateau, on était en Martinique. Et en fait, j'avais une course en solitaire sur ce bateau et c'était qualificatif pour le Vendée Globe. Donc il fallait absolument terminer cette course. J'ai bien démarré la course, j'étais en tête, puis après je me suis mis 3e, 4e. J'ai levé un peu le pied parce qu'on arrivait au mois de décembre dans l'Atlantique Nord, les conditions commençaient à se corser. Mais bon, j'étais 4e, je crois, à ce moment-là, plutôt bien positionné, serein. Et puis, là, je ne sais pas dire ce qui s'est passé parce que j'en ai aucun souvenir. Mais il y avait du sang partout. Je ne savais pas ce que je faisais là. Je ne savais pas pourquoi j'étais sur un bateau. Je croyais une mauvaise blague. J'ai découvert mon visage sur des conversations WhatsApp avec Marion, la team manager, parce que je lui ai envoyé les photos de mon visage. Je ne me souviens pas lui avoir envoyé les photos de mon visage. Je ne me souviens pas de l'avoir appelé. Donc, je l'ai rappelé. Elle m'a dit « Oui, tu viens de m'appeler. OK. » Et puis, ensuite, j'ai eu le médecin et puis le médecin de la course. Et sans même savoir pourquoi, j'ai eu un instinct de sauvegarde en disant « Il ne faut pas que je me fasse virer de là. » Sans même savoir que je suis en course ou voilà. Je lui ai dit « Écoute, je t'avoue que c'est un peu confus, je te rappelle. » Il me dit « OK. » J'ai appelé ma copine en lui demandant « Faut que tu m'aides. Qu'est-ce que je fous sur un bateau ? Je suis où ? On fait quoi là ?» Je lui ai dit « Bon, je te rappelle. » Et je me suis retrouvé devant ma pharmacie. Je ne sais pas pourquoi, il y avait du sang partout. Et la pharmacie, je sais qu'elle n'était pas là avant. Donc je suis allé la chercher un moment, je ne sais pas quand. Et il y avait du sang qui coulait sur le miroir dans la pharmacie. Et j'ai vu mon visage. Je fais « Oh !» Donc je me suis recousu avec 9 agrafes. Assez instantanément. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on vous apprend ça On a une formation médicale auturière, ça s'appelle. Mais je ne me souvenais pas de ça, clairement. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Des agrafes quand même. Non, c'est clair. J'en ai aucune idée. Et ensuite, j'ai eu la présence d'esprit d'envoyer un pansement tout bien fait, sans le sang et tout, au médecin pour dire tout va bien. Et ensuite, j'ai passé un peu de temps devant l'ordinateur et j'ai dit « Ah ok, c'est bon, je me souviens où je suis. » Et donc, on a continué la course. Bon, j'ai eu d'autres problèmes entre-temps. J'ai dématé avant l'arrivée. J'ai remis un mât et j'avais très, très mal au dos. Tellement mal au dos que dès que je devais rester allongé, dès que je devais aller manœuvrer ou quoi, je devais retenir ma respiration tellement j'avais mal au dos. Donc, j'ai fini la course avec un gréement de fortune parce que j'ai dématé juste avant l'arrivée. Et là, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont fait un protocole commotion. Bon, ils m'ont fait un IRM du cerveau, il n'y avait pas de séquelles. De toute façon, ça faisait 10 jours que l'accident s'était passé, donc s'il y avait eu un œdème, ça aurait été catastrophique. Et puis ensuite, ils ont fait un IRM de mon rachis, enfin de mon cou. Et là, ils ont halluciné. Là, ils m'ont dit « T'es venu en voiture ? Ça fait combien de temps que t'as ça ? Et t'es venu à pied ? Oui. » Ils m'ont dit là tu vas t'allonger et tu bouges plus. Je suis resté 3 jours allongé à l'hôpital, c'était la pire période, une des pires que j'ai connues, parce que là j'ai vécu un truc, j'ai vécu l'enfer et puis là on me contraint à ne plus bouger. 3 jours seulement ? Parce que ça me paraît peu quand vous nous racontez tout ce qui s'est passé. Non, 3 jours en fait pour prendre une décision sur ce qui allait m'arriver. Déjà j'ai attendu de 10h du matin jusqu'à 23h30 pour savoir s'ils allaient m'opérer ou non. Et là en fait après ils ont décidé de me mettre un corset, donc il fallait fabriquer le corset, tout ça. Donc ça voulait dire que j'étais resté allongé sans bouger, 3 jours à l'hôpital. Et puis ensuite, je suis rentré chez moi. J'ai eu 3 mois de corset qui me bloquait le cou jusqu'aux côtes, là, devant, derrière, où je dormais avec mon corset. Je devais
Et là, on est en quel mois? C'était Là, on est au mois de décembre. 2023. Et 2023. donc oui, c'est ça. Et je devais repartir en transat 4 mois plus tard. Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Parce que vous êtes... je sais que, voilà, Vous êtes c'est quoi les... déterminé à faire cette course, faire cette... Pour moi, le Vendée Globe, c'était... En fait, quand j'ai eu cet accident, que je suis arrivé à Lorient, j'avais qu'une seule peur, c'était que notre partenaire, le groupe Dubreuil, me dise stop. Et en fait, voilà, ça a été difficile, mais je pensais pas à moi à ce moment-là, clairement, j'en ai rien à faire. Je pensais plutôt à la suite du projet et mon rêve qui était en train de s'écrouler. Et en fait, on a discuté avec Paul-Henri, clairement, chez lui. Et c'est pas des discussions faciles. Quand il a des choses à me dire, il me le dit. Hein. Et tant mieux, je préfère ça. Et finalement, il nous a accordé une seconde fois leur confiance. Ils se sont impliqués dans le projet aussi, techniquement, pour nous aider à essayer de fiabiliser le bateau, à améliorer la sécurité. C'est notre partenaire, en fait, là-dedans, dans cette famille, ils sont tous pilotes. Ils ont tous une expérience de l'aéronautique et du coup, voilà, tout ce qui est sécurité, etc., c'est un paramètre très, très important pour eux. Donc, ils nous ont clairement aidés à progresser, à nous challenger en tant qu'équipe pour être au départ du Vendée Globe dans de bonnes conditions. Donc, vous avez le corset et vous dites je vais me remettre très vite, je vais y aller. J'ai d'abord eu un sentiment une réaction de déni au départ. J'ai eu mon corset. Là, j'avais mis mon équipe par erreur d'ailleurs en termes de management, mais là, on avait décidé de mettre le bateau en chantier et de le repeindre entièrement aux couleurs du partenaire. Et l'erreur que j'ai faite, c'est qu'en fait, j'ai mis toute mon équipe au repos. J'avais plus personne, j'étais tout seul pour tout gérer. Et du coup, j'ai travaillé avec des semaines à 107 heures. Et, tout seul tout seul. Et en fait, à un moment, j'ai escaladé un Manitou, un forklift dans un hangar et je me suis ouvert le crâne. Je me suis recogné la tête. Je suis retombé de, 2 mètres de haut, à plat, par terre, avec la tête en sang. Et là, j'ai pris peur, là, pour le coup, et je me suis dit, là, il va quand même falloir se calmer. Donc, de 107 heures, je passais à 80 heures par semaine. C'est-à-dire que votre rêve, c'était carrément une obsession, là. Clairement, c'était hors de question de passer à côté. J'ai abandonné en 2020. Pour moi, il était hors de question de ne pas tout donner pour cette édition 2024. Et voilà, montrer aussi à mes partenaires qu'ils ont eu raison de me faire confiance, que le groupe Dubreuil m'accompagnait déjà lors de mon précédent projet, à un plus petit niveau. Mais là, il m'accordait une opportunité qui était hors de question pour moi de gâcher, quoi. Donc j'y ai mis toute mon énergie. Et là, quand j'ai re-eu ce crâne, quand je me suis réouvert la tête, je me suis dit, là, va quand même falloir accepter la situation si tu veux être en mesure de reprendre une transat, du coup, 3 mois plus tard. Donc là, j'ai bien respecté le protocole. Et puis, 3 mois après, on m'a enlevé mon corset. Il me restait 3 semaines avant le départ de la transat. Là, j'ai des amis qui sont kinés, médecins, qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à me réathlétiser un petit peu, parce que j'avais perdu énormément de muscles au niveau du cou, des épaules. Tout ça pour me préparer pour prendre le départ de la transat. C'est dingue de se dire que vous avez vécu tout ça avant le Vendée Globe et vous avez quand même réussi à finir le Vendée Globe et en plus arriver sur le podium. Ouais, ça rend les choses assez incroyables. Enfin, j'y ai repensé quand j'ai coupé la ligne d'arrivée. Je me suis dit, il y a seulement 1 an, j'ai failli devenir tétraplégique. Donc, ouais, ça tient à peu de choses, mais je vois ça plutôt comme un rappel à l'ordre. Et je pense que ça nous a aidés à tirer les leçons de cet accident. Ça nous a challengés, ça nous a permis de nous remettre en question. Ça nous a permis d'aborder ce Vendée Globe avec un autre état d'esprit. Et c'est peut-être grâce à ça, finalement, qu'on finit 3e et que le niveau de préparation a été aussi bon au départ de ce Vendée Globe. Qu'est-ce qu'il y a de si fascinant en mer? On a l'impression que tous et toutes, vous vivez des moments d'extase en mer. Alors, est-ce que c'est au moment où ça va très vite? Est-ce que c'est au moment où c'est calme et vous voyez des albatros? Est-ce que c'est quand vous voyez un autre IMOCA qui croise votre route? J'avoue qu'en mer, moi, je vois pas grand-chose. Enfin, depuis de Rio jusqu'au Cap Horn, je crois que j'ai rien vu. Tout simplement parce que nos bateaux modernes qui vont si vite, on est complètement enfermé dedans. C'est vrai. Faut aller vite, tout le temps. Donc on règle le bateau, mais on passe très peu de temps dehors, tellement ça va vite. Il y a beaucoup trop d'eau sur le pont. Donc on est tout le temps enfermé dans le bateau, ce qui change un peu des éditions précédentes quand même. Et ça va pas s'arranger dans 4 ans. D'accord. Les bateaux iront encore plus vite, donc le rythme sera encore probablement plus soutenu. Mentalement, ce sera encore plus dur. Mais voilà, il faut s'y préparer. Moi, ce que j'aime dans la course au large, c'est pas juste le fait de passer du temps en mer, c'est le fait de faire la course, quoi. Vous êtes un compétiteur. Je suis un compétiteur, c'est ça qui me passionne. Enfin, voilà, je suis content de passer des moments en mer. Enfin, il y a des très beaux moments, hein, des beaux couchers de soleil, des nuits étoilées, des beaux levers de soleil, des moments privilégiés.
Mais quand je suis en mer, j'ai qu'une envie, moi, c'est de me battre, quoi. Voilà. Il n'y a pas trop de solitude? Si, il y a une solitude qui est probablement pas la même que lors des premiers Vendée Globe. Aujourd'hui, on est en lien avec la Terre en permanence. Même maintenant, on a Starlink à bord, donc on a même Netflix, on a tout. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a 6 mois, ça n'existait pas, en tout cas sur nos bateaux. Et aujourd'hui, ça se voit partout. C'est des moyens de communication qui deviennent peu chers. Et puis, on est en communication WhatsApp en permanence avec notre équipe. Tous les matins, je leur envoie un petit voice. Je suis en communication permanente avec ma famille, avec mes partenaires. Donc, voilà. Par contre, le fait quand même de passer des moments où la vie à bord est difficile, tout seul, les émotions, c'est un peu un ascenseur émotionnel permanent tous les jours. Donc oui, la solitude, on la ressent. Plus la vie à bord est difficile, plus la solitude est dure à gérer. Mais bon, ça fait partie du jeu et c'est aussi pour ça que j'aime la course à l'argent solitaire. Vous êtes seul et pourtant suivi par des milliers de personnes. Comment vous avez géré le retour sur Terre où, comme vous avez fini un podium, vous avez dû faire plein d'interviews, rencontrer plein de monde. Comment vous gérez ce retour un peu brutal à la réalité ? Ça s'est fait assez naturellement. J'avoue que l'arrivée était quand même une belle claque, hein. C'était beaucoup d'émotions, c'était un moment incroyable. Enfin, on vit pas ça tous les jours, hein. C'est un moment privilégié, clairement. Et en plus, j'ai vraiment eu le sentiment que l'arrivée était un moment de partage. C'était pas tourné que vers moi. En plus, je déteste quand c'est tout sur moi. Je suis quelqu'un d'assez discret, je fais pas ça pour la notoriété, ça m'intéresse absolument pas. Je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Et pour le coup, l'arrivée, j'ai vraiment eu le sentiment que le public était là pour le projet d'une manière générale, c'est-à-dire pour l'équipe qui était avec nous, pour les partenaires qui nous suivaient sur leur bateau derrière, pour l'événement. Enfin, vous êtes vraiment l'exemple, vous avez une envie, un projet et vous mettez tout en œuvre pour le réaliser. Et comment vous faites ? Parce que moi, je suis votre parcours, j'ai pas envie de faire un Vendée Globe ou quoi que ce soit, mais c'est très inspirant et quand on est jeune et qu'on a 20 ans par exemple, on a peur un peu de sortir des sentiers battus, d'oser. Comment on fait pour aller à la poursuite de ses ambitions ? C'est quoi le conseil que vous pourriez me donner et donner à tous les jeunes de mon âge par exemple ? J'ai pas de leçon à donner, à personne d'ailleurs. Mais voilà, moi je sais qu'en tout cas de mon expérience, j'ai beaucoup entendu dire quand j'ai une idée en tête ou quand j'avais envie de faire quelque chose. Depuis que je suis très jeune, j'ai entendu beaucoup de personnes me dire que c'était compliqué, que c'était pas possible. Et voilà, tout ce que moi j'ai réussi à faire et ce dont je serais prêt à refaire, c'est en gros toutes ces personnes-là, en général, je m'en éloigne pour garder que les personnes qui sont à nos côtés quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. On se rend compte que quand ça va bien, il y a beaucoup de personnes autour de nous. Quand ça va plus mal et qu'on n'a plus rien à offrir, il y a beaucoup moins de personnes. Voilà, je l'ai subi lors de mon précédent projet. J'ai eu des années très difficiles que peu de personnes sont à même de comprendre. Parce que j'ai eu beaucoup de choses qui se sont mêlées, autant sur le plan personnel que professionnel. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, en fait, le cercle d'amis devient très restreint. Et comment on va trouver la niaque, justement, pour le coup, où il faut se rapprocher de ces personnes-là. Il faut rester très proche de ces gens-là. Essayer de leur donner en retour ce qu'elles nous apportent aussi. Et c'est comme ça qu'on retrouve l'énergie. Et quand on a envie de faire quelque chose, et qu'on est convaincu qu'il faut faire quelque chose, quand on a envie, quand on est passionné, il faut aller au bout. Et puis surtout jamais abandonner, quoi. C'est un peu ça mon état d'esprit. Alors nous, à notre plus petite échelle, on fait le Vendée Globe, on fait 3e avec une toute petite équipe à 18 mois d'un départ. Et finalement, c'est des choses dont on peut être fier. Et voilà, maintenant, il nous reste un petit peu une belle marge de progression. Donc, il ne faut pas prendre ça pour acquis, mais au contraire, il faut s'en servir d'expérience et essayer de repousser encore nos limites pour essayer de gravir les 2 petites marches qui nous manquent là. Parce que du coup, vous ne vous mettez pas de limites. Vous avez une envie, vous allez au bout de votre envie. Ça doit même devenir un projet qui devient un rêve, qui devient un métier, c'est ça, hein ? Exactement. Et vous pensez que tout le monde peut le faire, ça, aujourd'hui ? Bien sûr, tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde ? Vraiment, tout le monde, oui. D'accord. Bien sûr. Parce qu'on a toujours l'impression de se mettre des freins, des limites. Bien sûr. Il faut réfléchir autrement et c'est une forme de challenge supplémentaire. C'est sûr, hein, en tant qu'entrepreneur, quand on va voir la banque et que la banque nous dit ouais, vous n'êtes pas solvable, monsieur, on ne va pas vous accompagner, c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Enfin, c'est qu'un banquier. Hein. En fait, là, ça veut dire que tu confies l'appréciation de ton projet et de ton rêve à une personne qui décidera ou non pour toi de la suite de ton projet. C'est pas comme ça qu'on réalise de grandes choses. Donc il faut aller voir d'autres personnes, il faut essayer de convaincre, il faut progresser, il faut présenter les choses différemment, il faut se remettre soi-même en question. Peut-être qu'on ne l'a pas présenté de la bonne manière, peut-être que effectivement la façon dont on voit les choses aujourd'hui n'est peut-être pas exactement viable, tout simplement. Voilà, c'est pas pour autant que le rêve global n'est pas réalisable. Et du coup, je suppose que vous pensez au prochain Vendée Globe ? Ouais, j'y pensais même avant d'arriver.
Dès que Charlie Dalin a franchi la ligne d'arrivée, moi en tant que compétiteur, même si je voulais l'accrocher cette 3e place, qui était au-delà de nos espérances, j'ai eu un sentiment de déception quand même, en me disant mais moi aussi je veux gagner, quoi. J'ai toujours dit que j'avais 2 rêves globalement, c'était un de finir le Vendée Globe, et mon rêve ultime c'était de le remporter, comme la Solitaire du Figaro. Donc quand Charlie a franchi la ligne d'arrivée 3 jours avant moi, j'avais envie d'écrire 3e sur le Vendée Globe, voilà, de franchir la ligne d'arrivée. Mais tout de suite, j'ai dit à Alex, écoute, moi, je veux repartir. Je veux faire comme lui, je veux gagner. Et il m'a dit, oui, j'en suis sûr. Et donc là, quelques heures après, en fait, c'est Paul-Henri Dubreuil et François, enfin, la famille Dubreuil, globalement, qui m'a dit, écoute, et là, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que dans une relation de partenariat, je pense qu'il y en a peu qui ont la chance de vivre ça. Et Paul-Henri m'a dit, écoute, on a envie de continuer, est-ce que tu veux bien continuer avec nous ? Et ça change tout, la question, est-ce que tu veux bien continuer avec nous ? Plutôt que d'aller voir ailleurs. C'est pas juste on continue, c'est est-ce que tu veux bien continuer avec nous ? Vous veniez de créer une vraie équipe, quoi, en fait. C'est une relation de confiance, c'est une confiance commune. Et voilà, ils ont pleinement conscience de toute l'énergie et l'implication qu'on a pu mettre dans ce projet. De cette 3e place au Vendée Globe qui porte leur nom, de ce record sur 24 heures qui porte le nom du Breuil aussi. Et voilà, c'est une relation de confiance qui est en train de s'installer et qui nous amène jusqu'à 2028. Donc moi, il n'est pas question d'aller voir ailleurs ou d'aller voir si l'herbe est plus verte chez les voisins. Voilà, on va construire quelque chose ensemble, un projet plus ambitieux et essayer de se donner l'opportunité et les moyens de franchir les 2 petites marches qui nous manquent. Donc là, c'est votre rêve ultime, 2028 ? Oui. Exactement. Vous voyez pas encore après, rassure-moi. Non, chaque chose en son temps. Puis j'ai toujours dit que pour moi, gagner le Vendée Globe, c'est le Graal. Qu'est-ce qui se passe si je gagne le Vendée Globe demain ? Oui, j'allais vous poser la question. C'est ce qui me fait peur aussi. Bon, vous avez encore un peu le temps. Oui, voilà. 4 ans. J'ai 4 ans, mais non, je vais rester focus jusqu'au départ du prochain Vendée Globe sur cet objectif 2028. Qu'est-ce que vous en retenez comme leçon de ce Vendée Globe, de cette édition 2024 J'en retiens plein de choses, que tout est possible, encore une fois, que l'esprit d'équipe compte par-dessus tout. Après, dans l'aspect humain, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et c'est comme ça, il faut pas s'arrêter à ça. Et de toute façon, j'en conclus aussi que sans une équipe, je pourrais pas marquer l'essai et le transformer. Il faut m'aider à marquer l'essai pour que moi je puisse le transformer ensuite. Donc j'ai besoin d'une équipe en qui j'ai confiance. J'ai besoin de personnes qui m'apporteront aussi de leur expérience. Moi, je ne sais pas tout. Moi, je suis là avec Marion pour essayer de guider l'équipe et les amener vers une victoire au Vendée Globe, mais je ne le ferai pas tout seul. J'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin de mes partenaires, j'ai besoin de leur confiance. J'ai besoin de leur faire confiance aussi. J'ai besoin de leur expérience, de leur expertise. Parce que c'est trop large. C'est un grand projet entrepreneurial, c'est un grand projet sportif. Et j'y arriverai pas tout seul. Voilà ce que je retiens. Donc en gros, l'ANIAC, si je vous résume, c'est créer l'état d'esprit pour aller plus loin, plus haut. C'est ça ? C'est un état d'esprit, exactement. Ouais. Ne se fixer aucune limite, c'est se fixer des objectifs, essayer de trouver des solutions, pas essayer de pointer du doigt des responsabilités, mais plutôt essayer de se poser des questions ensemble de comment faire pour améliorer les choses, pour qu'une erreur ne se reproduise pas, comment progresser, même quand ça va bien, comment encore repousser les limites. Voilà, c'est tous ces paramètres qui sont, je pense, essentiels pour décrocher la Lune. Si vous deviez donner un conseil à votre petit vous de 10 ans, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire écoute pas les gens qui te disent que c'est compliqué et trace ton chemin. Et t'inquiète pas, tout va bien se passer. Voilà, donc c'est sûr que quand on est jeune, c'est difficile de savoir exactement ce dont on a envie. Et c'est pas grave. Non, c'est pas grave, il faut juste croire en ses rêves et puis ne pas se fixer de limites à ce moment-là. Et surtout, saisir les opportunités, c'est un peu ça qui, aujourd'hui, je trouve, manque un petit peu. Voilà. Merci pour ces conseils. Je vais les appliquer à ma propre vie. Sébastien, merci beaucoup et on vous souhaite d'avoir l'ANIAC pour tous vos futurs projets, dont l'Ironman que vous allez normalement faire au mois de juin. J'ai pas de doute que l'ANIAC, je l'ai, ça c'est clair et net. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Agnac. Si ça vous a plu, pensez à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute, à partager autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux @l'Agnac le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode rempli d'énergie. À bientôt. Chez l'Agnac.